Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Ça y est, là voilà la première défaite à domicile de la saison et la défaite dans le derby en plus. Voilà, on ressort les chaînes, les bougies, la thérapie collective. Ça faisait longtemps, ça ne nous manquait pas, mais là revoilà. On va parler un peu de cette défaite, de ce scénario cruel, injuste peut-être également. Ce sera tout l'objet du débat, mais en tout cas voilà, la défaite qu'on n'espérait pas, qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait surtout pas, mais bon, c'est pas drôle sinon. Pour les courageux, les courageuses qui ont été au travail et qui ont croisé l'unique supporter monégasque de leur boîte, ou leur beau-frère, leur cousin relou, je ne sais pas qui, on est avec vous. Bon, nous, bien cachés en télétravail aujourd'hui, certes, mais on est avec vous par la pensée. On va revenir là-dessus, on va faire notre petite thérapie, parce que en général, quand on en parle après, ça va mieux. Et je vous avoue, en lisant le programme qui nous attend, je suis pas sûr que après je ne me jette pas directement au paillon, mais bon, écoutez, the show must go on, comme on dit. J'ai le plaisir, quand même, d'accueillir Jérémy. Aujourd'hui, il est bouillant. En plus de ça, il m'a avoué qu'il avait préparé une liste de blagues, donc on prépare cette émission, désormais, apparemment. Fallait pas le dire. Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, ça va. J'ai écouté du Enya toute la journée, ça a pas suffi à me détendre, donc j'espère que le podcast m'aidera. Ok, on part de très très loin et les blagues sont savoureusement écrites, je vois déjà. Vous l'entendez également caustique dans le fond et on doute pas qu'avec son verbe haut, ce sera également piquant. De son côté, c'est Turkle. Salut Turkle, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, hein, merci pour l'invitation. Ça va être compliqué aujourd'hui, mais il faut qu'on en parle, il faut que ça sorte. Voilà, ton merci l'invitation, c'était sur le même ton qu'une serpillère, merci Thérèse, quoi. J'ai l'impression de vous envoyer à l'abattoir. On marche sur des œufs, ouais, un peu, ouais, on marche un peu sur des œufs. Tout cela, bon, allez, faut qu'on fasse l'émission, faut qu'on en reparle, parce qu'on peut pas rester là-dessus, mais bon, ouais. Sky, tu fais chier, c'est 21h passées, demain on bosse, mais bon, écoutez, voilà. Ça va, c'est pas ça le problème. On va quand même essayer de passer un bon moment, alors bon. Voilà, on sait pourquoi on est là. L'OGC Nice a perdu 3-2 dans le derby face à l'AS Monaco à l'Alliance Riviera hier, puisqu'on enregistre lundi soir. Voilà, une belle occasion manquée au classement et ce sera notre premier sujet en réalité. Voilà, hein, j'ai l'habitude de dire à chaque contre-performance et chaque occasion ratée l'ADN du club. Et ben voilà, derrière la formule un peu rigolote pour essayer de dédramatiser ça, encore une occasion manquée au classement. Alors bien sûr, l'OGC Nice garde cette semaine encore sa deuxième place, mais on avait l'occasion de mettre Monaco à 4 points, de mettre Brest à 5, de mettre Marseille à, je ne sais même pas compter jusque-là. Voilà, malheureusement c'est raté. Alors bien sûr, rien de grave, rien de définitif dans la course à l'Europe, encore une fois. Hein, ne dramatisons pas totalement et ne remettons pas en cause ce qui s'est passé sur les 20 premières journées. Mais quand même, encore une fois, je me répète, mais encore une fois, une magnifique occasion qui nous tendait les bras à la maison, face à une équipe qui pue du cul. Et quand même bien, t'arrives encore à te foirer. Je sais pas, est-ce que ce club est maudit? Est-ce que malgré tout on l'aime pour ça et on aurait été déçu de gagner? Je sais pas, mais qu'est-ce que vous en avez pensé déjà, ne serait-ce que sur voilà, cette opportunité ratée de faire le trou et de s'emparer seul et largement de la deuxième place? Ouais, c'est comme souvent, et on pouvait même prendre 7 points d'avance sur Monaco en cas de victoire. J'avais fait le parallèle avec Monaco, notamment la semaine passée, quand on avait joué contre Brest, et j'avais dit justement que ça serait un match, on le savait, super important. On a encore loupé une occasion, et justement, les derniers matchs, Monaco avait quand même eu beaucoup de mal, avec 2 matchs nuls de défaite et une victoire heureuse à Toulouse. Donc on n'avait pas pu profiter de cette phase de moins bien pour eux. Ils vont pas en avoir beaucoup, je pense, cette saison, malgré leurs difficultés. Donc voilà, c'est un peu le scénario que je craignais. Après on parlera du contenu parce que je trouve qu'on mérite absolument pas la défaite et eux ne méritent absolument pas la victoire. Mais bon voilà, le fait est que là ils sont plus qu'à un point de nous. On va à Lyon la semaine prochaine sans Dante, donc ça va être compliqué. Après je pense que l'équipe va quand même répondre présent jusqu'à la fin. On verra où on finira, mais je pense que c'est quand même dommage d'avoir loupé toutes ces occasions. Après voilà, j'en veux pas à l'équipe parce que hier, malgré des grosses erreurs défensives, l'équipe a répondu présent et a fait tout ce qu'il fallait dans l'envie, dans l'engagement pour gagner le match. Donc il y a aucun souci là-dessus. Je préfère perdre le match 3-2 avec avec cette équipe-là plutôt que de gagner 3-2 avec l'équipe qu'il y avait en face. Donc je développerai ça un peu plus tard, mais en tout cas voilà, c'est très très frustrant, très dommage, mais quand même fier de cette équipe.
Torquel, on retient l'attitude, on en parlera dans quelques instants au cours de cette émission forcément. Là, on est vraiment d'un point de vue strictement comptable. Jérémy a raison, hein, vous me demandez de faire une addition et une soustraction, je suis perdu déjà. Mes 2 neurones se sont emmêlés, super. Mais bon, merci de me corriger, Jérémy, pour le coup. Torquel, voilà, il y avait possibilité de prendre 7 points d'avance. Me demandez pas de compter sur les autres, mais en tout cas de largement s'installer seul et confortablement à cette deuxième place. C'est encore raté. J'ai l'air blasé en disant ça, mais au final, autant j'avais les boules hier du stade, quoi. vu le scénario, tout ça, mais on n'est même plus étonné. Non, moi je suis pas tant étonné que ça parce que les moments charnières, c'est pas la première fois de la saison que ça arrive. Bon, déjà, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure contre Brest, mais c'est une habitude qu'on a. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce déclic qui ne se fait jamais au moment où on doit s'imposer au niveau du classement. Et je sais pas, j'ai vraiment un problème avec ça. Le souci, c'est que là, non seulement tu perds l'occasion de t'installer confortablement à la deuxième place, on va dire, mais en plus de ça, tu te laisses mettre en danger pour la troisième. Et ça, c'est un vrai problème pour moi. Parce que du coup, ça tombe mal parce que ça communique sur l'Europe, ça y est, c'est plus dangereux. On voit le résultat, hein, sacré retour de karma quand même, immédiat. On se prend un sacré retour de karma, on est à 4 points de Lille et de la 5e place, voire même de la 6e parce qu'il y a Lens qui est pas loin. Donc pour moi, là, toutes les cartes elles sont rebattues, c'était le match qu'il fallait pas perdre du tout. J'aurais toléré un match nul, hein, très honnêtement. Mais là, c'est compliqué, quoi. Pour moi, c'est difficilement acceptable en termes de gestion de saison, quoi. Le match qu'il ne fallait pas perdre, tu le dis, et en plus ça fait suite à un match qu'on n'avait pas gagné, alors on s'était plus ou moins félicité du courageux match nul obtenu face à l'Ogre brestois, alors voilà, sans manquer de respect au stade brestois, hein, qui est quand même 4e et à 2 points de l'OGC Nice aujourd'hui. Bon, on espère quand même être encore un standing au-dessus de ce club malgré la saison historique qu'ils peuvent connaître sous le joug d'Éric Roy, hein, Camoulox. Mais voilà, finalement c'est une semaine où tu fais 1 point sur 6 face à tes 2 concurrents en l'état au podium. Alors bon, encore une fois, hein, l'OGC est toujours devant, toujours 39 points et toujours deuxième. Mais très clairement, est-ce qu'on n'aurait pas atteint une sorte de plafond de verre, en fait, tout simplement, qui nous rappelle que la course à la Ligue des Champions, autant elle n'est pas jouée, autant très clairement, on sent que c'est peut-être au-dessus aujourd'hui des capacités de ce groupe. Je sais pas, c'est difficile à dire parce que dans le même temps, de ce qu'on a vu du début de saison, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis pas inquiet au point de me dire pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, pas de Ligue des Champions l'année prochaine, tu vois. J'en suis pas encore là. J'ai pas ce truc, je dis bon bah maintenant c'est fini. Monaco ils vont repartir parce qu'on les a relancés. Brest ils vont bouffer jusqu'à plus pouvoir de points et nous prendre la 3e place et nous on va finir les rois des cons 4e Europa League, quoi. J'en suis pas encore là. Mais très honnêtement, faut réagir parce que on peut plus se permettre là. Enfin, moi je suis très déçu du comportement de certains, très satisfait du comportement d'autres. Et j'ai l'impression qu'au club, en fait, on prend pas la mesure de ce que c'est de la tâche que c'est de se qualifier pour une Ligue des Champions et du marathon que c'est sur les derniers matchs, en fait. La leçon, elle n'est pas retenue. Je sais pas, moi j'ai vraiment du mal avec ça, quoi. J'ai un vrai problème là dans la mentalité globale du club à ce niveau-là. Je dirais peut-être pas ça parce que en termes je trouve qu'on a fait quand même pas mal de progrès, surtout en termes de mental. Bon, après hier, moi la seule grosse défaillance, moi je trouve, c'est quand on est revenu à 2-2, on prend ce 3e but beaucoup trop tôt. Bon, après on était un peu dans l'euphorie du match, tout ça. Mais c'était un peu dur ce coup-là. Après, je pense qu'on a quand même fait des progrès sur pas mal de choses au club et l'équipe qu'on a cette année est une vraie équipe, contrairement à pas mal de fois les années précédentes. Et en fait, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière contre Brest, hein. Pour le podium, je suis pas extrêmement confiant, même si je pense qu'on peut le faire. Après, par contre, pour une Coupe d'Europe, je reste très confiant. Je vois pas pourquoi on n'irait pas en Coupe d'Europe. Ça c'est sûr et certain, et je pense qu'on le mérite largement. Oui. Après voilà, je crois en l'équipe dans le sens où c'est quand même une équipe qui est vraiment ensemble, les joueurs sont ensemble, se battent ensemble sur le terrain. Hier ils l'ont quand même montré, surtout sur la fin de match, ils ont vraiment
essayer de faire du mieux qu'il pouvait. Donc je suis quand même plutôt confiant sur l'aspect mental. Je trouve qu'en plus Francesco Farolli a quand même bien géré le groupe depuis le début de la saison. Florent Ghisolfi pareil qui est aussi très présent. Donc ça je suis pas trop inquiet. Donc voilà, je vais dire un peu la même chose. C'est pour le podium, je suis pas trop confiant encore, mais Coupe d'Europe, bien sûr que oui. Si je dis pas de bêtises, c'est juste Torquat, je rappelle, depuis le début de l'année, en championnat uniquement, sans compter les qualifications successives en Coupe de France, c'est, si je dis pas de bêtises, une victoire à l'arraché face à l'Ogre Messin, un match nul et 2 défaites. Donc on est quand même sur un rythme en 2024 qui est loin d'être un rythme, alors sans même parler de podium et de Ligue des Champions, on est quand même loin d'un rythme européen. Alors on avait un petit match là, et puis la saison est encore longue, on peut relancer la machine. Mais derrière, vous le disiez en tout début d'émission, ça revient très vite. On a plus que 4 points d'avance sur la 6e place qui, pour l'instant, en fonction du vainqueur de la Coupe de France, est la dernière place européenne pour retourner dans notre chère Conference League pour faire plaisir à l'ami Alric. Mais bon, sans se projeter sur la Conference League, voilà. En tout cas, on est toujours devant. Mais la lutte s'est quand même bien resserrée. On a grillé quelques cartouches sur ce mois de janvier-février. Après, voilà, on va récupérer des joueurs avec la CAN. On a des recrues qui vont peut-être s'adapter. Il y a plein de motifs d'espoir. Mais si on doit faire le bilan là, au 12 février, voilà, la partie, c'est un peu compliqué. Non, en fait, j'aimerais bien préciser ma pensée. En fait, quand je disais mental, je pense pas spécifiquement aux joueurs, parce qu'ils ont fait un match au mental. Ce match-là, il faut le faire. À part un ou deux, comme j'ai dit, qui me gonfle un peu. Oui, on va y venir au bashing. Il y a des coupables. Oui, du sang. Moi, non, j'ai prévenu. Je bâcherai personne à part Kefren Turam. Non, ce que je veux dire, c'est que se qualifier. Qui ça Ce que je veux dire, c'est que se qualifier pour une Coupe d'Europe, on l'a déjà fait. On sait faire. Une année sur deux. D'ailleurs. Une année sur deux, ce qui est pour le coup très honorable vu les situations dans lesquelles on était à chaque fois. Se qualifier pour avec des champions, c'est autre chose. C'est pas le même niveau d'exigence et de maintien mental sur la seconde partie de saison, qui est bien plus difficile que la première partie parce qu'elle demande, quand tu es statué sur une position dans le classement, de la conserver et tout le monde veut ta peau. Il y a pas de, là il y a pas de, c'est la guerre quoi. Donc pour moi, je pose la question, et surtout dans la partie préparation des joueurs qu'on ne voit pas, est-ce que on est bien préparé à ce marathon-là et à cette bataille-là? Et là, de ce que j'ai vu hier, j'ai l'impression que non, parce que dans notre situation à nous et leur situation à eux, la logique aurait voulu qu'on l'emporte. Et d'ailleurs, logiquement, sur le terrain, de ce que j'ai vu, on aurait dû l'emporter. Mais bon, on sait pas mettre des occasions, donc ça, c'est un autre problème. Et pour moi, là, c'est le signe d'un club qui est pas encore prêt. Ça viendra peut-être au fil des derniers matchs, mais on n'est pas encore prêt. Moi, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Je le dis comme ça, Mais après, je dis pas qu'on va pas se qualifier pour une Coupe d'Europe. L'Europa League, c'est largement atteignable et on y sera. De toute façon, il y a pas à tortiller du cul, quoi. Peut-être un petit manque d'expérience du plus haut niveau sur le terrain face à une équipe comme Monaco, qui est un club un peu plus préparé, avec un peu plus l'expérience de gestion. internationaux. C'est pas de l'expérience sur le terrain. Je veux dire, on a Dante, il a 41 ans bientôt, et on a des joueurs qui sont très solides. Le groupe a été bien renforcé à ce niveau-là. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je trouve qu'on a un groupe qui est super. Les voir ensemble, c'est un régal. Les voir jouer, c'est super. Mais je parle de gestion, gestion de club, quoi. C'est différent. C'est pas la même chose. De gestion des temps faibles, de gestion des micro-événements également. Et il y en a eu sur la rencontre d'hier. Et beaucoup trop. Je vous propose, messieurs, non pas que c'est pas important, puisque ça fait partie du cœur des débats sur les réseaux sociaux, et je pense au travail, à l'école, partout, ceux et celles qui ont pu échanger sur la rencontre d'hier entre fans de l'OGC Nice. Je parle bien entendu de l'arbitrage. Alors voilà, je propose qu'on en parle maintenant, comme ça on règle un peu nos comptes, les quelques situations litigieuses également, pour après se concentrer un peu plus sur le ballon. Alors bon, bien sûr, les décisions de l'arbitre ont eu un impact après sur le jeu de l'OGC Nice et sur les joueurs présents ou non sur la pelouse, tout est lié. Mais voilà, plutôt que de parasiter après tous les débats, toute l'appréciation de ce que l'OGC Nice a pu faire, hop là, passons directement ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir de la part de Monsieur Atelier hier soir. Alors bon, je sais pas par quoi vous voulez commencer. Alors, j'ai un peu préparé la question
de manière polémique, hein. On fait un peu radio RMC comme ça, on se prend pour des grands. Alors du coup, l'arbitrage depuis hier est au cœur des débats. Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot ourdi contre l'OGC Nice ou simplement que l'arbitre était totalement à la ramasse hier soir avec des décisions erratiques dans un sens comme dans l'autre? Je sais pas, Jérémy, en plus de ça, il a quand même osé toucher à ton chouchou et totémique Dante. Donc bon, je pense que t'as mis une prime sur le crâne chauve de Monsieur Vatelier. Bah Dante, attends, il arrive avant le Monégasque et il dégage le ballon, tu vois, c'est rouge, tu vois. Non, alors plus sérieusement, je pense pas qu'il y ait de complot, hein, j'espère pas, hein, mais franchement, ce que je note juste ces dernières années, c'est qu'à chaque fois qu'on a des matchs très importants, j'ai encore en tête le 2-2 contre Caen il y a quelques années, où on perd 2 points avec des erreurs entre guillemets arbitrales lamentables. De Monsieur Le Hier Texier. soir, voilà. Oui, tiens. Il y en a plein d'autres, hein, un autre derby aussi au Louis II où on s'était bien fait voler Le but il y a avec la quelques double années main. avec le voilà. Bon, à chaque fois qu'il y a des matchs un peu importants comme ça, j'ai l'impression qu'on subit beaucoup d'erreurs en fait, et ça commence réellement à m'agacer. Hier soir, franchement, alors ok, Monaco pouvait avoir peut-être un penalty sur le tirage de maillot sur Magnès Akliouche, ok. Par contre, tout le match, c'était quand même une sacrée dinguerie, hein, je veux dire, il y a un nombre de fautes sifflées pour Monaco où franchement, il y a strictement rien. J'ai en tête la soi-disant faute de Laborde qui récupère le ballon dans les pieds de Zakaria en seconde mi-temps. Franchement, il peut pas faire un tacle plus propre que ce qu'il a fait. Donc bon, après, il y a eu certains monégasques qui de toute façon ont arbitré eux-mêmes en sautant, en plongeant, en faisant genre qu'ils avaient mal. Donc bon, ça passe de toute façon en Ligue 1. Apparemment, t'as qu'à tomber par terre et ça suffit. Donc là, hier soir, ça a été une belle démonstration à ce niveau-là. Donc voilà, c'était quand même. Je trouve qu'on a vraiment subi l'arbitrage hier sur plein de petites fautes, dont celle dont je viens de parler, soi-disant de Gaëtan Laborde. On aurait pu avoir une très bonne action et en plus, il me semble que c'est sur cette action juste après qu'on encaisse le second but, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Donc bon, ça c'est quand même gênant. Pour en revenir au carton rouge, je suis désolé, pour moi il n'y a pas du tout carton rouge. Alors certes, il y a quand même, il fait faute, enfin il touche le tibia de Minamino. J'espère d'ailleurs que Minamino va bien. Mais par contre, je suis désolé, Dante arrive avant, il a le temps de toucher le ballon, il a le temps de dégager le ballon. Donc bon, tu mets rouge à un joueur qui arrive avant en fait, tu vois, enfin qui fait son action et qui tacle. Donc il fait quoi Dante? Il défend pas. Donc bon, c'est pour moi il y a pas rouge. Je trouve ça très sévère. Après c'est mon avis. Ça me fait un peu penser à il y a 2 ans le rouge qu'avait pris Morgan Schneiderlin contre Brest aussi, où il fait un tacle. Oui, il prend le ballon et après le joueur adverse arrive en retard et il prend le tacle. Ben oui, mais bon, ben, je veux dire Schneiderlin est arrivé avant, il a joué le ballon. Là, c'est un peu pareil. Donc voilà. Après, c'est très frustrant en fait que dans ce genre de match de haut niveau et ce genre de match important, l'arbitrage ne répond pas présent. Donc il y a cette action-là. Après, il y a cette fin de match où sur le terrain et en dehors, c'était mais n'importe quoi. Je veux dire, Maripane, il avait le nez en sang la moitié du temps additionnel, il est resté sur le terrain. Alors peut-être que d'ici là, les règles du foot ont changé, je sais pas. Mais pour moi, quand un joueur sur le terrain saigne, il doit sortir. Bon là, il est pas sorti. Leur gardien qui prend 3 heures à dégager un ballon, qui va boire sa bouteille d'eau derrière les buts. Sans prendre de Donc carton. bon, voilà, si tu sais quoi, Marcin, si tu passes par là la prochaine fois, n'hésite pas à commander un petit Uber Eats, tranquille, tu prends ton burger et tu dégages après. Apparemment, on nous dit rien en Ligue 1, donc voilà, c'est bon. Donc non, voilà, c'était n'importe quoi du début à la fin sur ce match. Voilà, comme j'ai dit, le Monégasque aurait pu aussi avoir un penalty, hein, je veux pas non plus faire que de la mauvaise foi sur tout mon argumentaire, mais voilà, l'arbitrage était déjà très mauvais dans notre championnat cette saison, ils arrivent à faire encore pire, donc félicitations. Turkel, un arbitrage comme l'a dit Jérémy, médiocre, hein, au mieux. Alors après qu'on ait été légèrement plus désavantagés ou pas que les Monégasques, en tout cas, voilà, ça n'avait pas de sens. On n'a pas évoqué la magnifique scène avec le 4e arbitre au moment de la sortie de Golovin. Enfin bon, bref, ça a été un sketch quand même à peu près tout le long. Mais d'abord sur le carton rouge, Jérémy dit pas rouge puisque Dante défend, joue le ballon d'abord. Après, d'un autre côté, c'est ce qu'on a vu de la part d'anciens arbitres, un peu comme analyse notamment, c'est que il doit rester maître de son geste et il finit le geste avec le crampon en plein sur le tibia de Minamino. Alors,
peut toujours comparer à d'autres actions et d'autres clubs où les joueurs n'ont même pas été sanctionnés naturellement. Mais d'un autre côté, il y a une application stricto sensus et peut-être un peu trop stricte, hein, d'ailleurs, c'est possible, du règlement. Et surtout, enfin voilà, Dante, c'est un rouge direct, hein, c'est pas un deuxième jaune, il n'y a aucune pédagogie, on est tout de suite sur la VAR qui appelle l'arbitre, donc ça veut dire qu'en plus, c'est estimé comme une erreur manifeste, parce qu'on rappelle quand même, pour que la VAR soit appelée pour un carton rouge, il faut que ce soit considéré comme une erreur manifeste. On sent que même si ce n'est pas totalement déconnant par rapport au règlement. Je veux dire, il a quand même au moins touché le joueur. On en est là, mais on a tous des exemples de rouge, de R rouge, où le Niçois n'avait pas touché son adversaire, mais dans une époque avant la VAR, prenait quand même un carton rouge. Ouais. Là, on a quand même l'impression que c'est une application extrêmement sévère et stricte du règlement, sans aucune pédagogie, en plus pour, effectivement, comme le rappelait Jérémy, quelque chose qui allait dans le sens du jeu. Ouais, et puis après, sans parler des chouineries avec le tibia de Minamino meurtri, qu'il aille se faire foutre. Lui. Vous aussi, vous avez pensé à Guendouzi qui s'était gratté le cou avant de se passer pareil. La même indécence. Insupportable. Déjà, ce joueur est insupportable. Et pourtant, vous savez l'amour que je porte. Et pourtant, il est japonais, hein, on devrait être à fond. Ouais, vous savez. Mais je le déteste, donc voilà, vivement qu'il prenne sa retraite et qu'il ne joue plus au football, hein, j'ai que hâte. Mais bref, l'expulsion, elle est sévère parce qu'elle est pas pédagogique. C'est Minamino qui arrive en retard. Il n'y a même pas d'autre chose à voir. C'est Minamino qui arrive en retard. Donc c'est lui qui se met en danger, sachant que le joueur est déjà en train de faire le geste. Donc il avait juste à s'écarter, en fait, il voulait pas prendre un crampon dans le tibia. Mais il est resté. Donc pourquoi il est resté ? Pour que Dante prenne un rouge. Moi, je la vois comme ça, la chose. C'est bête, c'est méchant, mais je la vois comme ça. Donc c'est tout. Ensuite, concernant l'arbitrage de manière générale, moi, j'ai un problème avec les arbitres qui ont trop d'influence sur le résultat. Et là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Que ce soit de notre côté ou du côté de Monaco, hein, il y a eu trop d'erreurs, de fait, sur un seul match, sur 90 minutes. Je pense que si je reprends le match, que je me regarde le replay, je peux en relever au moins 18, sans problème. Et j'ai arrêté de compter. Hein. J'avais compté, j'ai arrêté de compter. On n'est pas revenu sur tout, hein, mais vous les avez, hein, chers auditeurs et auditrices, les actions en tête, la touche inversée, le coup franc joué trop vite. La baffe sur Youssouf, le tirage sur Akliouche. Il y a eu 2-3 fautes de notre part, hein, sur les Monégasques. Il n'y a rien à dire, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. On n'est pas aveugle. Hein. La gestion du corps arbitral au global, et quand tu l'as rappelé, cette histoire avec le changement de Golovin, mais moi je suis supporter monégasque, je vois ça, mais je pète un plomb. Mais comment c'est possible qu'à ce niveau-là, le mec il dise non, mais c'est le règlement, tu restes là, alors qu'il s'est trompé en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas normal qu'un corps arbitral qui est censé gérer les lois du jeu et faire respecter les lois du jeu à tout le monde ne s'applique pas un minimum de rigueur. C'est pas possible, quoi. Et alors, l'appel de la VAR sur le tac de Dante, franchement, c'est scandaleux. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Les Monégasques qui râlaient sur le pénalty accordé à Louchet, faut arrêter un peu de... Qui est largement, en plus. Hein, non, mais qui est largement indiscutable. Indiscutable. La transversale, elle est parfaite, le contrôle, il est parfait. Kerrer, il est trop bête de toucher Louchet. C'est son problème, en fait. Il est bête. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a failli le recruter, je suis bien contente. Ouais. Oui, heureusement. Heureusement. Parce qu'il me fait ça, il me fait un coup comme ça, je pète un plomb, hein, c'est pas possible. Est-ce que, messieurs, on peut résumer la question ? Alors, on est plutôt team, l'arbitre était à la ramasse, ce qui n'a pas été l'OGC Nice, hein, que le complot ourdi contre notre club. On a déjà vu effectivement des complots un peu plus flagrants par le passé. Là, c'était juste nul. Bon, ce qui est déjà beaucoup, hein, vous me direz. Ce qui, comme tu le dis, surtout a une influence majeure sur le résultat. Hein. C'est bien ça le problème. Est-ce que quand même, Torkel, dans la lignée de ce que tu disais tout à l'heure sur le club qui, quand je dis le club, c'est pas Jean-Pierre River, hein, c'est l'ensemble des composantes du club jusqu'au terrain. Est-ce que en fait le club n'a pas encore l'expérience, le vice? Alors je dis pas que j'aimerais qu'on l'ait, comme le disait Jérémy, on préfère peut-être perdre les arbres à la main que gagner en se roulant sur le terrain et en chialant pendant 90 minutes. Hein. Mais est-ce qu'en fait on n'a peut-être pas encore
l'expérience, le vice, la grinta, appelez ça comme vous voulez, nécessaire pour arriver à rentrer dans la tête de l'arbitre et le faire déjouer à ton avantage par moment. L'influence, je sais pas quel est le mot que tu veux choisir, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir lutté contre un club plus expérimenté, plus vicelard, et du coup qui a réussi en fait à faire déjouer un arbitre qui n'était de toute façon jamais totalement rentré dans son match. C'est de l'expérience, c'est de la culture club, ça, même, j'ai envie de te dire. Monaco, ça a toujours été comme ça, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Monaco, Marseille, Lyon, les clubs qui ont cette réussite-là, en plus de leur réussite technique sur le terrain, c'est de la culture club, c'est de l'expérience club, et on peut pas leur reprocher ça. Moi, j'aimerais bien que mon club sache faire ça. Et effectivement, tu as raison de soulever ce point-là. Pour moi, il y a un problème enfin, c'est pas un problème, c'est un manque. Il y a un manque d'expérience sur l'influence que tu peux avoir sur la rencontre. Le soft power, j'ai envie de te dire. Ouais, ça se traduit aussi par les décisions de la Ligue. Hein. Heureusement, on devrait retrouver notre tribune lors du prochain match, mais tu vois les différences, les différences de sanctions pour les fumigènes. Enfin voilà, on revient sur un manque de soft power. Je pense que c'est bien qu'on n'arrive pas à incarner, et même si on n'est peut-être plus dans la position qu'on pouvait être à la fin des années 2000, début des années 2010, quand vraiment j'avais l'impression que on était le petit geek qui se faisait mettre la tête dans les chiottes par les racailles du lycée de la Ligue 1, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu mieux, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a, encore une fois, un cap que tu n'arrives pas à franchir pour pas t'asseoir à la table des grands clubs avec ce qu'ils ont de grand sportivement et aussi de grand dans l'escroquerie. Tu sais qui m'a manqué hier soir ? Non ? Joria. Je pense que sur un match comme ça, il tabasse quelqu'un. Il commence à se faire un peu âgé maintenant, mais je sais pas si ça s'est vu de la télé. Du coup, au stade, on a bien vu quand même que Julien Sablé 2-3 fois est allé un peu physiquement repousser et s'intercaler entre l'arbitre, les monégasques, tout ça. Donc, je sais pas comment il a fait pour pas péter un plomb d'ailleurs, mais j'ai vu qu'il était bien chaud. Ouais. Il était bouillant, notre ancien capitaine. Jérémy, est-ce que tu veux ajouter quelques mots sur ce qu'on a dit sur l'arbitrage, sur ce soft power qu'on théorise désormais, ce podcast de grands penseurs? On ne sait pas faire une addition, mais par contre, on utilise des mots très très compliqués. Quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on passe enfin un peu plus au terrain? Je suis assez d'accord juste sur ce que vous avez dit sur tout ça, soft power et toutes ces choses-là. Je pense que c'est important aussi qu'on se défende un peu entre guillemets, qu'on soit un peu plus, qu'on se fasse un peu plus respecter, parce que on prend l'exemple de Monaco, chaque année ils font un communiqué où ils disent dans la presse qu'ils se font voler à chaque fois ou que l'arbitrage n'est pas bon pour eux. Contre Marseille par exemple, il y a eu une même action d'ailleurs où un Marseille aurait dû avoir un rouge parce qu'il met le pied sur le genou d'un Monégasque, et donc là ils ont fait oui c'est pas bien l'arbitrage contre nous, tout ça. Chaque année ils le font, et après chaque année ça se passe bien pour eux, donc justement c'est ce dont vous parliez un peu, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait arrêter de prendre acte en fait sur ces choses-là. C'était pas il y a 2-3 ans que Julien Fournier s'était finalement décidé à faire une sortie sur l'arbitrage, mais trop tard, après 3 matchs où on s'était fait enfler parce que justement les clubs qu'on avait affrontés avaient chialé auprès de la commission. Ils avaient fait un rapport la prochaine fois il faut mieux nous arbitrer, et en fait à chaque fois la prochaine fois c'est le match contre Nice, et là on se fait enfler derrière. Là en fait Monaco ils ont chialé après leur match face à Marseille, et comme par hasard 2 matchs après il y a l'OGC Nice qui arrive. C'est ça. Et on voit le résultat. Quelle drôle de coïncidence. Ça et puis tu sais comme tu dis, cette proportion à prendre acte. Tu prends un rouge comme ça qui est injustifié. Enfin, moi tu peux, franchement, même un jaune j'aurais accepté, mais un rouge j'ai du mal à l'accepter. Tu fais appel de la décision, putain. Il y a une commission de discipline, tu vas faire appel. Attendons, parce que normalement, rouge direct, c'est 2 matchs. J'espère quand même que ça pourrait être commué en au moins un match plus 1 avec sursis, parce que je le fais annuler. L'annulation Torkel, on va pas se mentir, ils vont pas se juger non plus. Voilà. Si déjà c'est ça déjà passe. arrivé, hein. Oui. Ça nous est déjà arrivé, hein. Bon, pas pour nous, mais pour Dante. Pour Dante, pour Dante, c'était fait annuler un carton rouge, il me semble, une fois. Bon, à voir si le club se lance dans ce genre de démarche. Je vous propose, on a passé un long moment sur l'arbitrage, mais il fallait que ça sorte quand même. Et puis je pense que le numéro aurait été inaudible si on avait juste décidé de ne pas en parler. Donc voilà, il fallait évacuer ça autant
autant que faire se peut dès le début. Passons au 11, messieurs. D'habitude, on commence notre émission comme ça, donc on va reprendre nos bonnes habitudes. Le 6 aligné en 4-3-3, une défense classique, Bulcalo, Tomba, Todibo, Dante, Melvin Barr, un milieu de terrain sans Kefren Turam, mais c'est peut-être le principal enseignement et le principal choix opéré par Francesco Farioli avec Youssouf, Hicham Boudaoui, Morgan Sanson, et devant, c'est une demi-surprise, puisqu'il avait déjà été titularisé précédemment et il avait fait un bon match, Tom Louchet, sur le côté gauche, Gaëtan Laborde sur le côté droit, ce n'est pas une surprise et on en parlera également. Evan Guessant en pointe forcément en attendant le retour de Terem Moffi et peut-être l'éventuel retour de l'attaquant nigérian dans le 11. D'ailleurs, petit point Cannes, c'est finalement Jérémy Boga qui va ramener la coupe à la maison avec la Côte d'Ivoire où il y avait quand même de nombreux glorieux anciens de l'OGC Nice, Emers Faé sur le banc, entraîneur, Mika Seri qui a fait une super compétition apparemment, et c'est tout, il n'y a aucun autre Ivoirien dans ce groupe qui a joué à l'OGC Nice. Non, n'insistez pas, il n'y en a pas de quatrième, ne cherchez pas. Bref, reparlons du 11, messieurs, un 11 au final cohérent. Je veux bien votre avis là-dessus. Je sais déjà ce que Jérémy va dire, mais donnons l'impression que le débat est ouvert. Lancez-vous, je vous en prie, messieurs. Une équipe qui était plutôt logique, on va dire. Pour la défense et le milieu, moi je m'attendais à ça. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est l'attaque, où je trouve qu'on manquait un petit peu peut-être trop équilibré. Peut-être un peu trop sur les replis défensifs avec Laborde et Louchet. Alors c'est pas contre un des deux joueurs, mais j'aurais quand même préféré voir Mohamed Ali Chaud débuter. Et en plus, vu son entrée, je pense que ça aurait été plutôt cohérent qu'il... Et son super match à Montpellier aussi. Voilà, ouais. En plus, il était vraiment... il avait fait un super match à Montpellier. Son entrée était vraiment, vraiment bonne. Donc je suis encore frustré, comme contre Brest, qu'il ne soit pas rentré un peu plus tôt. Je pense que le match aurait été différent. Et en plus, vu le très bon match de Guessant dans l'axe, je pense que à eux deux, ça aurait pu faire très mal à la défense de Monaco. Donc voilà, moi, c'est juste sur l'attaque que j'ai quand même un petit doute. Après, c'est les choix. Francesco Farioli avait son idée en tête, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, l'équipe me paraissait un petit peu trop équilibrée. Je me suis dit, j'espère qu'on va pas prendre un but trop tôt, ce qui a quand même été le cas. Parce que, après, pour réagir derrière, ça aurait été compliqué. Après, le fait est que l'équipe m'a fait mentir parce que jusqu'au carton rouge, on a plutôt dominé le match. Et je pense qu'à 11 contre 11, on aurait remporté le match. Mais c'est vrai que j'aurais aimé une attaque un tout petit peu plus risquée avec notamment peut-être Mohamed Ali Chaud dès le départ. Je vais dire une dinguerie, je pense que je vais te surprendre, Sky. Moi, j'aurais pas mis Boudaoui, j'aurais mis Pablo Rosario. Non, je rigole même pas en plus. Non, mais je sais que ça me fait rire, mais je rigole même pas. Je vois où tu veux en venir, donc je t'en prie, et je peux comprendre l'argument. Il y a tout le côté droit qui me convient pas, moi, déjà. Donc, c'est le côté droit. Lotomba, franchement, j'en ai ma claque, j'en peux plus. Ça fait 2-3 matchs que je le dis. Et Laborde, je pense qu'il mériterait un petit tour sur le banc, là, même s'il a pas fait un mauvais match. Hein. Je dis ça en pré-match, je l'aurais pas mis. Maintenant, le match qu'il a fait, il est quand même respectable, plus ou moins. Probablement un de ses meilleurs matchs à droite de la saison, si ce n'est le meilleur. Oui, un poste qui n'est pas le sien. Mais ce qui ne veut pas dire que c'était formidable, mais c'est mieux que la plupart des copies qu'il a rendues jusque-là. C'est pas la pire copie qu'il a rendue. Mais bon, j'aurais plutôt mis, j'aurais titularisé Rosier, hein, j'aurais pas hésité, quitte à le faire sortir en cours de match. Et faire entrer Pablo Rosario, du coup, ce qui s'est passé à la place de Jordan Lotomba à la 67e. Non, j'ai pas trop compris ces changements, mais par contre, j'aurais titularisé Cho, pour le récompenser de son bon match à Montpellier sans hésiter. Vous avez évoqué pas mal de sujets, mais je vous propose qu'on reste sur l'attaque et puis sur ce que tu viens de dire, Turkel, et la non-titularisation de Mohamed Ali Chaud, du coup. Ouais. Francesco Farioli lui a préféré au moins Gaëtan Laborde, poste pour poste à droite, voire Tom Louchet. On sait que Mohamed Ali Chaud parfois a commencé le match à gauche et qu'après, Gaëtan Laborde et Mohamed Ali Chaud peuvent toujours permuter, on peut toujours se débrouiller. Louchet peut également jouer au poste de latéral, on aurait pu le voir éventuellement à la place de
de Lotomba au milieu de terrain. Enfin voilà, sa polyvalence, vous la connaissez. Mais derrière, selon vous, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette non-titularisation? Est-ce que c'est physiquement une difficulté à enchaîner les matchs après un match plein à Montpellier? Est-ce que face à une équipe quand même avec un certain pouvoir offensif, hein, l'AS Monaco, la preuve, on a pris 3 buts quand même, hein, il y a que le Borussia Le Havre qui avait réussi à faire ça jusque là. La volonté peut-être d'un peu plus cadenasser, de faire appel à des profils plus défensifs sur les côtés, même si Mohamed Alicho avait montré à Montpellier une belle capacité dans le repli défensif, mais bon, pas le même adversaire non plus. Ou est-ce que Francesco Farioli est vraiment sur son idée de maintenir à tout prix un équilibre dans son bloc équipe sur les côtés? Et du coup, ça nous renvoie à la question que je vous pose, et je suis désolé pour les plus fidèles de l'émission qui m'entendent le répéter à chaque fois. Le tandem Mohamed Alicho, Jérémy Boga, moi j'ai du mal à le voir, à part épisodiquement, quand tu vois qu'en fait son choix, c'est à tout prix de préserver l'équilibre défensif sur les côtés. Moi, je pense que c'est le choix de préserver l'équilibre, mais je pense que c'est aussi parce que les automatismes ne sont pas encore tout à fait là avec Cho. Je l'espère comme ça. Et je le Est-ce que les automatismes sont vraiment là avec Gaëtan Laborde? Mais Gaëtan Laborde, il a plus joué quand même avec ce plat. Clairement. Et surtout, c'est peut-être aussi la possibilité de pouvoir permuter entre les deux, entre Guessant et Laborde, plus simplement. Pouvoir mettre Laborde en pointe si besoin. Et aussi, peut-être qu'il a anticipé les pénaltys. Peut-être un pénalty à tirer entre les deux, je choisis Laborde pour le tirer, perso. Mais bon, après, ça c'est mon ressenti à moi. Par contre, touchez pas à Tom Louchet. Il était bien là. Vous laissez-le là, c'est mon chouchou. Il bouge. Tom Louchet, titulaire. Qu'importe, tant qu'il est dans le 11, voilà, on peut faire jouer n'importe où. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Jérémy, qui est au passage notre sosie officiel de Tom Louchet. Bon, on est à la radio, donc on ne le voit pas, mais pour tous ceux qui l'ont déjà vu dans Cop et Glon ou autre, voilà, il y a un vrai truc. Plus que moi avec Pierre Lesmelou, hein, je suis désolé, hein, ça n'est jamais arrivé, je ne comprends pas. Blague à part sur le choix d'aligner cette attaque-là, alors c'est te dire, est-ce que c'est de la frilosité, est-ce que c'est une volonté de garder à tout prix l'équilibre? C'est une façon polie de te demander est-ce que Farioli a fait caca culotte face à Monaco, mais l'idée est un peu celle-là. Moi, je pense qu'il y avait quand même une vraie volonté d'essayer de ne pas prendre de but. Bon, c'est loupé, mais je pense qu'il y avait vraiment cette volonté de garder l'équilibre. Mais justement, en plus on en avait déjà parlé un peu contre Brest. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop cette notion d'équilibre avec trop de joueurs à vocation défensive. J'aurais plutôt vu justement Tom Louchet en relayeur et Mohamed Alicho à droite, par exemple. C'est un exemple de ce que j'aurais vu. Parce que on a un milieu de terrain déjà qui est très travailleur, mais comme on l'a dit des millions de fois, qui manque un peu de créativité. Si en plus on n'a pas des ailiers qui permettent d'apporter un petit peu de danger par le dribble justement, ou l'élimination en 1 contre 1, je trouve qu'on n'a pas assez d'aspects du jeu qui peuvent nous permettre d'être vraiment dangereux pour l'adversaire en fait. Donc bon, du coup je trouve qu'en fait comme je disais par rapport à la composition, on s'est plutôt bien débrouillé, et je trouve qu'on a quand même été plutôt offensif sur la fin de première mi-temps et le début de la seconde. On était quand même plutôt bien dans le match, on a eu beaucoup d'occasions, notamment la double occasion qu'on a en fin de première mi-temps qu'il faut marquer. Ça, c'est plus possible de louper ce genre d'occasion, c'est trop important. Le match en première période, c'est pas l'ADN du club. Voilà. Ouais, mais ça a été un tournant du match, ça aussi, de louper cette double occasion, donc c'était très dommage. Mais voilà, je trouve que c'est à force aussi de vouloir chercher un peu trop d'équilibre, des fois on peut passer à côté de quelque chose, et je pense qu'on a quand même les joueurs pour essayer de démarrer, d'avoir un 11 un peu différent. Donc on verra ce que ça donnera contre Lyon, mais voilà, enfin moi je reste sur mon idée que ça aurait été un peu mieux peut-être de mettre Louchet en milieu de terrain ou Laborde sur le banc, je sais pas, mais d'avoir vraiment Mohamed Alicho. Bon, je ne dis même pas Aliou Baldé parce que malheureusement il est même pas entré en jeu, mais d'avoir un joueur un peu plus percutant, un peu plus à l'aise techniquement, qui aurait pu justement casser les lignes et passer par le dribble, quoi. Avoir un joueur capable de provoquer le déséquilibre, c'était le rôle de Jérémy Boga avant son départ à la CAN. Donc à voir les choix que fera Francesco Farioli au retour de Boga déjà.
mais également de Terem Moffi. Et pour finir sur l'attaque et peut-être finir avec ce qui a véritablement bien fonctionné dans ce derby malgré tout, je voudrais qu'on parle d'Evan Guessant, buteur déjà, hein, buteur sur corner. Maintenant on marque des buts sur corner, c'est incroyable, au bout de 150 corners sans but, comme quoi tout arrive, hein, malheureusement. Juste pour ça on aurait dû avoir les 3 points, juste pour dire on a marqué sur corner, victoire. C'est comme choper le vif d'or, c'est tout de suite, ça y a 150 points et victoire de Gryffondor. Mais va se poser la question, je trouve, vu le début d'année de Evan Guessant et plus largement sa saison. Alors, je vais la poser de manière un peu provoque, mais en fait, est-ce que tout doucement, si on ne considère pas le coût du transfert, le statut, le salaire, tout ça qui parasite parfois un peu des choix sportifs, est-ce qu'Evan Guessant n'a pas mis Terem Moffi sur le banc à distance sur la liaison Nice-Abidjan voilà, est-ce que là, demain, vous remettez Evan Guessant sur le banc pour réinstaller Terem Moffi dans les prochaines journées de championnat? Je trouve que la question de cette titularisation se pose parce que il monte en puissance hein, sur les matchs qu'on a vus de sa part en ce début d'année. Hier soir, il a vraiment fait un très très bon match. La seule chose que je peux reprocher, c'est justement le face-à-face qu'il perd en première mi-temps à la fin de la mi-temps. Mais je trouve qu'il fait vraiment un très très bon match. Déjà son jeu d'au but était très bon. Il a vraiment été partout devant. Il a récupéré des ballons dans les pieds des défenseurs monégasques. Alors ça, moi j'adore justement. Il y va, il n'hésite pas, il lâche rien quoi. Enfin, il a vraiment envie en plus. Il met un très beau but en plus parce que la tête est pas facile à mettre. J'aime beaucoup ce qu'il montre, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il va y avoir des choix intéressants justement à faire pour Francesco Farioli en attaque, avec les retours de Moffi et de Boga. Je suis curieux de voir les choix qui vont être faits, mais honnêtement pour moi ça serait pas une surprise que de le voir continuer à être titulaire. Honnêtement, je pense qu'il le mérite. Là il a enchaîné les buts quand même, hein. Il a eu le but à Bordeaux, le but contre Metz, le but hier soir, et outre les stats, il fait vraiment de très bons matchs, de plus en plus complets dans le jeu à chaque fois. Donc en plus il me semble que c'est l'aiglon du match hier soir. Je trouve que c'est mérité. Donc bon, il y a eu d'autres joueurs qui ont fait un très très bon match, mais comme Morgan Sanson, Melvin Barr, mais je trouve que voilà, Guessant mérite, et je suis vraiment content de voir que justement on a des joueurs cette année qui progressent bien. Je trouve, on a Melvin Barr, mais Evan Guessant en fait aussi partie. Torkel, on sait que Terem Moffi peut jouer à droite, également, à un poste où voilà, ça peut être compliqué avec Gaëtan Laborde, où Terem Moffi a fait des belles apparitions, à l'automne notamment. Problème, ou coup de chance, hein, pour nous, simples amateurs de football et qui n'avons pas à choisir qui aligner dans le 11 sur la feuille de match tous les week-ends. On a recruté Mohamed Adicho qui a montré aussi des choses intéressantes à ce poste-là. Jérémy Boga va revenir à gauche. Il y a quand même au moins 4 personnes pour 3 postes, si on se permet d'exclure pour l'instant Gaëtan Laborde et Tom Louchet de la réflexion, mais ça semble compliqué en réalité de trouver l'équilibre entre ces 4 profils. Peut-être que je suis complètement à la ramasse, hein, ça peut m'arriver naturellement, mais j'ai l'impression que là, on a un vrai problème de riche, hein, certes. Vaut mieux avoir profusion de choix que d'être condamné à aligner des joueurs médiocres sur la pelouse. Mais moi, très clairement, j'aurais du mal à casser la dynamique d'Evan Guessant actuellement en pointe en réinstallant un Terem Moffi qui, en plus de ça, a très peu joué pendant un mois à la CAN. Il a mis son tir au but, c'est bien. Il est rentré quelques minutes pour voir son équipe perdre la finale hier soir également. Mais pour moi, vrai débat. Moi, le débat, il est... Pour moi, en fait, en vrai, il n'y a même plus de débat pour moi. La question est vite répondue. Ouais, la question est vite répondue. Non, je pense que Guessant, il va être titulaire en pointe. Et je pense que c'est Laborde qui va faire les frais de la titularisation de Moffi à droite. Hein. Je vois pas d'autres alternatives là actuellement. Hein. Si c'est à droite, je préfère voir Moffi que Laborde, et Guessant, je veux le voir en pointe. Hein. Pour l'instant, ce qu'il fait, ça me satisfait amplement. Je trouve qu'il est très bon et qu'il progresse au fur et à mesure. Il est toujours dans le bon tempo. On n'a jamais l'impression qu'il est soit trop en avance, soit trop en retard. Il est toujours dans le bon tempo. Il travaille bien avec son milieu de terrain ou avec les latéraux.
Il est toujours bien placé sur les coups de pied arrêtés. Ça, c'est vraiment une force chez lui. Il est toujours très bien placé sur les coups de pied arrêtés. La preuve, il en a marqué un hier. C'est le deuxième de la saison, en plus, sur coups de pied arrêtés de sa part. Et encore dans un derby. Et encore dans un derby. Donc, tu vois... Et surtout, il est très important dans les derbys, quoi. Le mec, c'est bon, quoi. Moi, je reste là, en fait. Formé au club, 2 joueurs formés au club dans le 11, hein, ça n'est pas toujours arrivé. Et en plus, pas les deux plus mauvais. Donc, pas les plus mauvais, ouais. Que de raison. C'est important, je trouve que c'est important de garder l'équilibre qu'on a actuellement. Surtout là, voilà, on a une défaite. C'est pas parce qu'on a une défaite que devant on a été mauvais. Hein. Enfin, bien sûr, on loupe des occasions, ça, voilà. Hein. On n'est peut-être pas aussi chirurgical comme Monaco, bien que c'est plutôt à cause de notre repli défensif qu'on prend des buts, mais moi je veux le garder en pointe. J'étais pas fan du bonhomme, hein, je le cache pas. J'étais pas fan du bonhomme quand il est revenu là cette saison, mais force est de constater que il progresse et qu'il prend du plaisir à jouer et nous on prend du plaisir à le voir marquer, donc let's continue, quoi. À suivre dans les prochaines semaines, et on verra les choix de notre entraîneur. Bon, voilà, hein, qui a des choix forts à faire, tout simplement. Choix de riche, hein, comme t'as dit, mais voilà. Mais bon, je sais pas. Louché, il va retourner au milieu de terrain ou sur le banc. Mohamed Ali Cho, je vois pas encore prendre une place de titulaire, par contre, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est encore un peu tôt. Et bon, pour moi, je m'avance un petit peu, mais je pense que fin de saison, Laborde, on lui dit au revoir, et puis voilà. Ça va finir comme ça. Hein. Malheureusement, mais bon, vu les performances de Gaëtan Laborde cette saison, ça semble inéluctable, bien que regrettable. Descendons d'un niveau sur le terrain, si vous le voulez bien, messieurs, on va parler brièvement du milieu de terrain. Alors bon, j'avais prévu tout un sujet sur le milieu de terrain, mais en fait, j'ai l'impression, plus j'y pense, plus qu'on va répéter ce qu'on s'est dit les dernières semaines. Alors bon, répétons-le, un super match de Morgan Sanson qui, depuis qu'il a pris cette position de pointe en fait du milieu de terrain, c'est vraiment révélé au niveau volume de jeu, l'abattage physique y était toujours, hein, depuis le début de la saison, mais là on le sent quand même un peu libéré, prendre un peu ses responsabilités balle au pied. Tout n'est pas réussi, mais en fait on a l'impression que si Morgan Sanson ne prend pas les commandes au milieu de terrain, ne s'empare pas du ballon pour essayer de faire quelque chose, de se rapprocher de la ligne d'attaque, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, et notamment hier où Youssouf a fait un match absent, on va dire, offensivement, et assez délicat défensivement. Hicham Oudaoui a, malgré une ou deux peut-être étincelles par moment, n'a jamais vraiment réussi à peser sur le jeu collectif par sa qualité de passe. Voilà, encore un match où on se plaint un peu du milieu de terrain. On pourrait ajouter même l'entrée fantomatique, il n'y a pas d'autre mot pour Khéphren Thuram. J'ai même eu une réflexion de merde en direct au stade. Je me suis demandé pour quelle équipe il était rentré, tellement on a l'impression qu'il était inutile et qu'il perdait de ballon au milieu de terrain. Non mais ça va, on adore voir ses chevauchés. Il en a fait 3, il allait s'empaler sur la défense adverse. Super, j'ai déjà dit ça à la dernière émission, je suis à peu près sûr d'avoir dit ça à l'émission d'avant. Bon, voilà. C'est bis repetita, quoi. Ouais, moi, je veux bien faire 14 numéros où on se demande est-ce qu'on en a pas trop de Khéphren Thuram. Là, on en est au point où on attend qu'il y ait quelque chose. Tu vois, donc, c'est un peu comme ses potes qui insistent avec des mauvaises vannes. Tu vois. Ouais, non, mais le niveau en dessous, c'est Sofiane Diop. On attend qu'il rentre sur le terrain et qu'il reste plus de 2 matchs. Tu vois. J'espère qu'on en arrivera jamais là avec Khéphren. Mais là, on est vraiment je pense que ça fait 21 matchs, on est vraiment dans une saison, moi je veux bien qu'on lui demande éventuellement des choses différentes, que le système de jeu, tout ça. Mais même là, je trouve qu'individuellement, sans atteindre le niveau de downfall de Gaëtan Laborde, et encore, peut-être que le débat s'ouvrira dans quelques semaines, là on est individuellement sur une saison qui devient extrêmement compliquée pour Khéphren Thuram, mais voilà, Nice révèle dans les matchs où il y a un peu plus d'espace comme face à Monaco. Nice, il s'est révélé de toute façon dans aucun match. Donc voilà, je suis en boucle un peu sur lui. Et, pourtant, ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps savent que j'étais plutôt dans la team à le défendre qu'à le défoncer toutes ces années. Oui. Mais bon, là, très clairement, moi je comprends en fait, au-delà de toute question physique, tout ça, je comprends que le milieu à 3 titulaires aujourd'hui, c'est ça, Youssouf, Boudaoui, Sanson, pour le meilleur et pour le pire. Mais très clairement, les 3 sportivement sur la saison qu'ils effectuent sont au-dessus, et ça m'attriste, ça n'est pas normal de Khéphren Thuram. Mais bon, voilà, sans faire du Thuram bashing, on a encore 13 matchs pour le faire si nécessaire, en espérant qu'il nous fasse bien fermer nos grandes gueules et le plus rapidement possible à Lyon.
Mais là, moi j'ai l'impression que le milieu de terrain, bah, ça devient un problème sur cette année 2024. Ouais, en fait, le milieu de terrain, le problème que j'ai là, c'est que bon, outre le retour de la CAN de Boudaoui, là, j'ai pas du tout aimé son match. Ça m'a un peu gonflé. En fait, l'attitude globale sur le terrain m'a un peu saoulé. Et Youssouf, je sais pas, il était pas dans un bon jour, tu vois. Le problème, c'est que ben quand tu fais rentrer un mec, t'attends qu'il apporte, et là, ben t'as rien, quoi. T'as pas de, t'as rien qui change en fait. Donc, hormis ce que je t'avais dit, c'est que Thuram rentre et il remet un petit coup de pression à Boudaoui pour lui dire mon coco, la canne elle est finie, il faut peut-être te remettre dans le bon sens du rail là. Mais à part ça, il a pas fait d'exploit. Je suis un peu, c'était presque gênant de le voir rentrer sur le terrain là pour le coup. C'est dur à dire hein, parce que je l'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment un joueur qui pour moi a un potentiel extraordinaire, mais qui est loin d'être en capacité de l'exploiter. Et c'est un vrai problème pour moi. Donc je sais pas, ouais, milieu de terrain, trop souvent aux abonnés absents sur le repli défensif. Et là, je dirais, je parlerai notamment surtout du troisième but, du deuxième et du troisième but, parce que le deuxième m'a beaucoup énervé aussi. L'absence de marquage, autant le premier but, ça. Il y a personne qui se jette sur le mec, mais on peut l'imputer à la défense, et c'est pas le premier but en 2024. Je crois qu'il y en a déjà 2 ou 3 où en fait on décide de faire sur le porteur du ballon, de faire de la position, de rester loin et de laisser le mec se payer un banger. Mais bon, d'un moment, si le mec de Bordeaux y arrive, il y a pas de raison que Zakaria international n'y arrive pas, tu vois. Enfin. Ouais, ils le savent maintenant. Ils savent que c'est porte ouverte. Donc le problème que j'ai eu là, c'est plus sur le deuxième but de Zakaria où il arrive dans le dos, il y a personne qui parle, il y a pas un milieu de terrain qui est venu pour le gêner dans sa course. Et alors le troisième but, il foutait quoi, Thuram, sur le troisième but? J'arrive même pas à savoir si dans la bonne partie de l'écran quand je regarde l'action, est-ce qu'il a passé le milieu de terrain quand il marque le but, Golovin? Non mais c'est insupportable en vrai. On est d'accord. Jérémy, indépendamment de Khéphren Thuram, même si tu as le droit de te joindre, pas une perche, hein, mais de lui jeter des crottes de nez au visage à lui également, mais sur le milieu de terrain où ce qui était peut-être notre force sur le début de la saison, on avait l'impression d'avoir des problèmes de riches, de se dire qui est-ce qu'on préfère, est-ce qu'on met plutôt Morgan Sanson, plutôt Hicham Boudaoui, Khéphren Thuram, c'est lui qui va nous faire step up cette saison. Là, on va pas se plaindre, hein. On est très content d'avoir Youssouf Sanson et Hicham Boudaoui, mais on a l'impression qu'en fait, si Morgan Sanson ne se démène pas pour donner du mouvement, du volume à ce milieu de terrain, surtout hier soir, il ne se serait pas passé grand-chose, voire rien du tout. Après, on peut avoir une autre lecture de se dire, on n'est pas n'importe quel milieu de terrain en face. Hein. Camara, Zakaria, Fofana, on est quand même sur un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 naturellement, mais même au-delà de la bataille du milieu qui aurait été perdue, là, on a l'impression juste que très clairement, est-ce que ce sont des consignes, est-ce que ce sont des joueurs qui sont empruntés avec l'enchaînement des matchs, la CAN, peut-être pour Hicham Boudaoui et tout, mais on a l'impression qu'il y a une baisse de régime très clairement au milieu qui fait que défensivement également l'équipe en pâtit. Ouais, déjà tout d'abord très très bon match de Morgan Sanson. Je trouve que depuis quelques matchs, il est vraiment meilleur, plus complet. Je trouve qu'il joue un peu plus haut et justement ça lui réussit bien. Donc hier soir, encore une fois, vraiment un match intéressant. Je trouve que techniquement aussi il est bien mieux depuis quelques matchs. Donc oui, heureusement qu'il est là. Je trouve qu'aussi le fait qu'on se procure un peu plus d'occasions ces derniers temps, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il arrive un peu plus à porter le jeu vers l'avant. Après oui, c'est sûr que pour moi le résumé de terrain était quand même assez décevant hier soir. Youssouf a pas fait un mauvais match, mais a quand même fait un match un peu moins bon que ce qu'il a l'habitude de faire, je trouve. Notamment, enfin moi ce qui me dérange un peu, c'est que il revient souvent en phase défensive dans une défense à 3. Alors c'est très bien, sauf que du coup, comme vous l'avez dit sur le premier but de Zakaria, il y a personne qui sort. Donc si c'est pas Youssouf qui le fait parce qu'il est dans la défense à 3, il faut qu'au moins des deux milieux le fassent. Et j'en viens un peu à Hicham Boudaoui. Je trouve que déjà contre Brest, j'avais dit qu'il avait fait un match correct, mais sans plus. Là, hier, à part 2-3 coups d'éclat, notamment un très beau dribble à un moment donné en première mi-temps,
Je trouve qu'il pèse pas assez sur le jeu, il manque vraiment de vivacité aussi. Il y a des fois je me suis dit, il faut y aller, quoi. Faut être un peu plus vif, il faut réagir. Donc ça me dérange un peu parce que je trouve qu'il était vraiment en progression. Là, depuis quelques temps, je trouve qu'il progresse pas vraiment. Il est plus trop, on dirait qu'il est un peu moins concentré, un peu moins présent dans les matchs. C'est dommage parce que j'aime beaucoup ce joueur. Donc j'espère qu'il va un peu se remettre, un peu progresser, et justement prendre un peu plus de maîtrise au milieu de terrain, parce que quand il était en 6 l'année dernière, c'était lui qui donnait le tempo au milieu de terrain, qui décidait de tout. Bon, là il joue un peu plus haut sur le terrain, mais il a tout à fait le talent pour jouer aussi à ce poste-là. Donc c'est dommage, ouais, un milieu de terrain qui est comme d'habitude un peu. Moi j'en attends plus rien, parce que je suis toujours plutôt déçu de ce qu'on fait au milieu de terrain. Après, bon, l'entrée de Kefren Turam, vous avez tout dit, je pense. Honnêtement, on en avait parlé, on en a parlé dans beaucoup d'émissions, on en a parlé dans l'émission contre Brest. Je sais pas trop quoi dire à part que son entrée est mauvaise. Complètement à contre-temps, qui trottine. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est décevant. Je trouve qu'il ne réussit pas du tout sa saison. C'est dommage. On a vu une très bonne saison de sa part il y a 2 ans, où justement aussi surtout il avait sur la deuxième partie de saison, il nous avait porté avec Jean-Claire Todibo notamment. Je trouve que la saison dernière, elle était pas trop mal. C'était pas non plus fantastique, hein, mais c'était quand même pas mal. J'attendais beaucoup de cette saison. Je trouve que c'est pas une saison réussie. Je trouve pas qu'il progresse. Même sur les derniers matchs, je trouve qu'on le voit de moins en moins. Donc là, bon, il revenait d'une petite gêne musculaire apparemment. On verra les prochains matchs, mais pour moi, clairement, si Francesco Farali remet un milieu de terrain, Boudaoui, Youssouf, Sanson, ça me paraîtra normal. Je suis désolé, je vois pas pourquoi Thuram aurait tout le temps une place de titulaire, et quand il est titulaire en plus il sort pas, alors que des fois il loupe ses matchs. Donc voilà, je trouve que le milieu de terrain qu'on a eu hier peut prétendre être titulaire à tous les matchs, à voir aussi avec Tom Louchet, Pablo Rosario, Alexis Claude Maurice. On a d'autres solutions aussi. Mais voilà, Kefren Thuram, en tout cas, déçu de ces derniers mois. Bon, il a eu sa blessure aussi qui a été un peu longue, il faut quand même pas oublier ça. Mais voilà, très déçu, et très très déçu de son entrée hier, où je trouve que la plupart des entrants ont fait une bonne entrée. On a parlé de Mohamed Ali Chaud, Rosario, Rosier ont fait leur entrée. Perrault aussi a fait une très bonne entrée, je trouve, a mis beaucoup d'envie, d'engagement. Quand tu rentres dans ces matchs-là, que tu te routines et que tu es complètement à contre-temps tout le temps, t'es pas là, quoi. Et bon, sur le troisième but, ça nous a coûté cher. Et à minima aussi, il y a dans un d'autres derby, actions. si tu ne réussis Voilà. pas tout, mais il y a au moins l'intention. Au moins, ouais. Voilà. C'est ça. Donc là, il n'y avait pas trop d'intention. Après, oui, c'est un style. On parle sans nonchalance, ok, c'est peut-être un style, tout ça, mais il y a quand même des limites. Il faut être un peu plus vif aussi, être un peu plus réactif de temps en temps, et se réveiller, quoi. Bon, des déceptions, hein, plus que... Bon, après, ça se transforme peut-être un peu en colère, hein, mais ça ne nous fait pas plaisir de voir que Kefren Turam est probablement sorti du 11 aujourd'hui, hein, on verra dans les prochaines semaines. Parce que bon, on peut pas dire non plus que les 3 mecs actuellement titulaires soient nécessairement intouchables, hein, donc il suffirait de 2-3 belles performances pour qu'il retrouve sa place attendue et légitime dans le 11 de départ. Mais bon, là, si on doit simplement appliquer la logique sportive, il y a au moins 3 joueurs au milieu de terrain qui sont devant lui, auquel on pourrait peut-être ajouter Tom Louchet, voire même par moment cette saison Pablo Rosario, même si c'est dans un registre forcément très différent. Je voudrais, messieurs, qu'on termine cette émission sur quand même un petit point positif, un motif d'espoir, hein, parce que bon, on le rappelle, on est 2e du classement, tout va bien en réalité. Après, si vous êtes supporter de l'OGC Nice, c'est ce qui est a priori le cas si vous écoutez cette émission. Vous avez perdu dans le derby avec le scénario qu'on a connu. Je pense que vous échangez volontiers la 2e place contre une 7e place et les avoir juste explosés, quoi. Mais bon, voilà. Après, je suis peut-être un peu taquin, mais là très clairement, je pense que c'est pas tant les 3 points qui m'intéressaient que juste le plaisir de fesser cette équipe de pleureuses. Bref, avant que mon vocabulaire dérape complètement, essayons de se concentrer sur quelque chose de positif, comme je le disais. L'OGC Nice a certes perdu, et je vais chercher assez loin
ce côté positif. Mais pour une fois, en étant mené au score, l'OGC Nice est revenu, et par 2 fois, hein, à la marque. Ça n'a malheureusement pas suffi. On pensait avoir fait le plus dur avec ce deuxième but d'Evan Guessant notamment, mais il faut quand même souligner que ce qui jusque-là nous était impossible, bon alors déjà perdre à domicile, ça c'est fait, mais revenir après l'ouverture du score d'un adversaire, et ben ça a été fait 2 fois. On a quand même, pour la plupart des joueurs, les autres on les a cités, mais pour la plupart des joueurs, on a quand même aimé qu'ils se mettent globalement en mode derby, ou qu'en tout cas ils essayent vraiment de pousser et d'aller chercher un peu ce supplément d'âme dans un scénario avec un adversaire très différent. J'ai quand même l'impression qu'on avait un peu vu ça aussi face à Montpellier, avec cette volonté vraiment de marcher sur l'adversaire et de tuer le match. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est en train de prendre dans cette équipe, avec plus ou moins de succès après sportivement, ou est-ce que c'est anecdotique et dès le match face à Lyon, on va retrouver notre équipe immensément chiante à l'extérieur? J'espère qu'on va avoir la même mentalité, parce que justement j'ai beaucoup aimé l'équilibre qu'on avait, l'équilibre pour reprendre le terme tout à l'heure, mais l'équilibre entre le fait d'avoir beaucoup de caractère et le fait de ne pas être agressif, justement dans les fautes qu'on fait et dans le comportement sur le terrain. Parce que je pense que les joueurs auraient pu s'énerver face à certains comportements qu'il y a eu hier soir de la part des Monégasques, mais les joueurs sont restés vraiment droits, ils sont restés vraiment ont eu du sang-froid, donc c'était bien, mais il y a eu beaucoup de caractère, je trouve, notamment sur l'égalisation du 2-2. Donc j'ai beaucoup aimé ça hier soir. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, qu'il n'y avait pas eu cette mentalité, cette envie vraiment d'aller vers l'avant coûte que coûte et d'essayer de marquer et de rattraper, d'égaliser. Donc ça, c'était vraiment plaisant. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en début d'émission que j'étais quand même fier de ça, et que je trouve que les joueurs ont une vraie bonne mentalité cette année. Et là, ça a peut-être aussi... Des fois, il y a des matchs qui sont durs comme ça mentalement et qu'on ressort très frustré, mais ça peut aussi ressouder le groupe. Et j'ai plus envie de croire ça au vu de ce qu'on a vu cette saison et de la part de l'équipe et du staff aussi. Donc ça me donne un peu un motif d'espoir. Aussi d'avoir cette envie de se battre et de continuer à essayer de garder cette place-là. Donc on verra. Après, je sais pas comment on jouera à Lyon, hein, mais bon, après il y aura Dante qui sera pas là. Il faudra qu'on s'adapte aussi à son absence. On aura sûrement une défense Todibo-Youssouf ou Todibo-Rosario, on verra. Mais à voir comment la suite va être gérée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, on pourra pas reprocher. On peut reprocher aux joueurs, comme on a dit, certaines choses et les erreurs qui ont été faites, notamment défensivement. Par contre, ouais, ça c'est quand même pour moi le gros point positif hier, c'est qu'on a vraiment une équipe de guerriers. Et à la fin du match, même si j'étais très très triste et frustré par le résultat, j'étais vraiment content et fier on a perdu, mais au moins on a perdu avec une équipe de guerriers, on a montré qu'on était là, quoi. Et ça, c'est un peu une figure. La victoire du soir, quoi. Voilà. Et avec une figure, donc ça c'est... Voilà, on n'a pas des joueurs qui viennent râler sur l'arbitre ou qui viennent chauffer nos joueurs après une faute, n'est-ce pas, monsieur Camara? Turkel, en quelques secondes, on verra si à Lyon on a cette même intensité, cette même mentalité qui est affichée, mais en tout cas, hier soir, face à Monaco, on a vu une équipe qui n'était pas touchée par la fatalité de prendre un but et que c'est pas immédiatement liquéfié après, comme on a pu le voir sur pas mal de nos récentes sorties. Après, c'était à la maison, contrairement à beaucoup de matchs qu'on a perdu. Jusque-là, c'était à l'extérieur. Mais voilà, si on doit essayer de terminer ce numéro thérapie sur une pointe d'optimisme, personnellement et avec Jérémy, on retient celle-là. Je pense que c'est le vrai côté positif à retenir de toute façon, parce que j'attendais pas autre chose. Connaissant le caractère des joueurs, cette année quand même on est quand même bien lotis de ce côté-là. On a quand même des joueurs qui sont assez vaillants, assez combattants et qui n'abandonnent pas à la première difficulté ou au premier but encaissé. Bien qu'on ait eu une belle série d'invincibilité, donc on se posait des questions, les réponses on les a eues assez vite. Franchement, je suis fier quand même de ce que j'ai vu en termes d'implication, même si parfois, même si ça nous a coûté un but sur une phase de déconcentration. Mais bon, après c'est un derby. Derby, c'est des matchs particuliers. Dans la tête, tu sais pas ce qui se passe, ça va à 100 à l'heure, encore plus que pour un match normal.
Et franchement, je suis très très content de l'implication et comment dire, des valeurs qu'ils ont portées, voilà, parce que c'est une question de valeurs et comme vous l'avez dit, on est bien loin des valeurs des Monégasques qu'on a eu en face hier soir et j'en suis très heureux parce que vraiment c'est pas du tout mes valeurs. Je sais pourquoi je supporte l'OGC Nice et je pense qu'on s'est tous rappelé pourquoi on supportait cette équipe hier soir. Voilà. C'est une équipe qui ressemble à l'OGC Nice, c'est une équipe qui ressemble à celle qu'on a aimée, alors avec beaucoup plus de talent. Hein. Encore une fois, on est deuxième du championnat après 21 journées, ça n'est pas souvent arrivé. Alors bon, voilà, on n'a pas le niveau de guerrier forcément de la génération 2002 par exemple, mais en tout cas, voilà, on sait que, tu l'as très bien dit, Turkel, on a vu pourquoi en fait, petit garçon ou petite fille, c'est l'OGC Nice qu'on a, alors pas vraiment décidé de supporter, mais dont on est tombé amoureux plutôt que de l'AS Monaco, alors que voilà, le Stade Louis II, c'est pas très loin. On aurait pu préférer l'autre club qui, en plus, selon la génération dont vous faites partie, sportait quand même beaucoup mieux. Et moi qui suis de la génération 90, très clairement, s'il y avait dû faire un choix sportif, ça n'aurait pas été l'OGC Nice, mais voilà. Et, très clairement, hier, on a peut-être perdu le derby, mais on n'a ni perdu la face et voilà, ni perdu plusieurs décennies à supporter ce club dont on est malgré tout et malgré le résultat d'hier fier, et je pense que c'était important de le rappeler. Je vous propose de conclure sur ce derby perdu, malheureusement, hein, il en faut et il y en aura probablement d'autres, mais on va se projeter tout de suite, non pas sur la semaine prochaine, mais sur la fin de la semaine. Il y aura 2 émissions cette saison à la faveur d'un match avancé. On ouvrira la journée de Ligue 1 vendredi 16, du coup, du côté de Lyon, donc face à l'Olympique Lyonnais revigoré, transfiguré par un mercato d'hiver dispendieux. Avant Tinissa, ce sera probablement enregistré samedi dans la matinée, donc voilà, samedi, j'espère qu'il fera beau, que vous pourrez profiter de la plus belle ville du monde et puis revenir après tranquillement écouter avant Tinissa. En tout cas, voilà, merci pour votre fidélité, merci pour votre participation, pour vos messages, un peu tout ça. On prend un peu 30 secondes pour le dire, mais vraiment, si on se fait chier à faire cette émission chaque semaine, même quand le résultat, l'horaire, voilà, ne nous convient pas, c'est parce que voilà, nous déjà on passe un bon moment et puis on sait qu'on a toujours des retours très agréables de votre part. Voilà, c'est grâce à vous qu'on existe et que vous nous donnez de la force. Donc voilà, c'était histoire de terminer en plus de l'optimisme sur un petit moment niais. Voilà, hein. Ça, je pense que ça fait du bien de temps en temps de montrer que nous sommes aussi des êtres sensibles. Turkel, Jérémy, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. À très vite et d'ici là, comme toujours, Issa Nissa. Issa Nissa.